La lutte contre l'inflation est loin d'être terminée. C'est en gros ce qui ressort du discours d'accueil d'hier de Christine Lagarde lors du forum annuel organisé par la BCE, par la Banque Centrale Européenne à Sintra, au Portugal. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Timbaud, économiste et directeur principal de l'OFCE. Le pic des taux n'est pas atteint. Pour ceux qui n'ont pas encore compris, je veux dire, les choses sont claires, elles l'étaient à peu près, mais là, je pense que Christine Lagarde a dit les choses clairement. Mais en même temps, on est proche du sommet. Le sommet n'est pas atteint, mais on s'approche quand même du sommet. Elle dit que le travail est loin d'être achevé. Donc on est proche du sommet ou pas si proche que ça? Alors, Elle m'a fait un peu douter. Hein. on est proche du sommet, mais je pense que ce qu'elle veut dire, c'est qu'on va rester au sommet un certain temps. Oui. Un temps certain. Mais il y a une double question. Il y a la question du sommet, il est en vue et à quelle distance on est du sommet et combien de temps on va rester au sommet. Elle a annoncé une hausse le 27 juillet. Oui, de ses taux d'intérêt de 25 points de base. Voilà, qui sera d'ailleurs l'anniversaire du moment où la BCE a commencé à réaugmenter ses taux. Un an, pile. Ouais. Resserrement monétaire le plus violent de l'histoire, à la fois fait des BCE. Hein, voilà. 4 et quelques points, on saura si c'est 4,25 ou 4,5, probablement 4,25. 4,25 points, 425 points de base en une année. Donc effectivement, du jamais vu. Hein. C'est du jamais vu. L'histoire de la BCE est une histoire courte. Oui. Mais l'histoire des banques centrales est beaucoup moins courte que celle de la BCE. Et ça, effectivement, on n'avait jamais vu, ni dans ce sens-là, ni à la baisse d'ailleurs. Les banques centrales n'avaient jamais eu une telle vitesse ascensionnelle ou descensionnelle aussi importante. Donc oui, c'est... Voilà. Alors, elle nous annonce cette hausse. Qu'elle avait déjà préannoncé lors de la dernière réunion de la BCE. Hein. Voilà, donc ça, c'est pas une grosse surprise, mais en tout cas, c'est confirmé, et tous ceux qui pouvaient espérer un début de retournement de la position de la Banque Centrale Européenne en sont pour leurs frais, on n'y est pas. Le travail est loin d'être achevé, c'est-à-dire qu'il en reste combien derrière après? Alors, ça, on ne sait pas très bien, parce qu'elle nous annonce avec certitude une hausse le 27 juillet, on ne sait pas ce qui va se passer ensuite. Elle laisse la porte ouverte à d'autres hausses. Non mais quoi, 1, 2, 3? D'autres hausses. Si on regarde ce qui se passe du côté de la Réserve fédérale, là, la situation économique est plutôt en train d'être plutôt en train de s'améliorer sur le plan de la croissance et de l'activité, mais avec des effets sur les prix qui font une inflation qui ne redescend pas très vite. Ouais, ils ont 4% d'inflation. Nous, en zone euro, on a combien? On a plus de 6% voilà. Aujourd'hui. Oui. Oui. On a 2 points de plus d'inflation que les Américains. On a 2 points de plus d'inflation que les Américains, et les prévisions d'inflation de la BCE ont toujours été trop optimistes par rapport au recul de l'inflation. L'inflation commence à reculer un tout petit peu, elle diminue, mais pas encore très vite. Elle nous parle oui, ça peut laisser la porte ouverte à des hausses de taux au dernier semestre de l'année 2023. Peut-être avec aussi des hausses de taux... dernier trimestre, vous voulez dire? Semestre, trimestre. Oui. Le dernier trimestre est inclus dans le dernier semestre. Mais il ne se passera pas grand-chose au mois d'août. Après, ça reprendra en septembre. Oui, mais ça pourrait être une hausse en septembre, ce qui serait encore pas le dernier trimestre. Oui. Je vous rappelle. On ne va pas faire une exégèse non plus là-dessus. Non, plus sérieusement, elle nous parle des pressions salariales. On sent bien que ça préoccupe la BCE sur fond d'inflation sous-jacente, hors matières premières, hors alimentation, qui reste forte, qui ne baisse pas, ou pas vraiment en tout cas. Voilà, l'histoire, c'est les prix des entreprises ont augmenté. Elles ont réussi à augmenter. Elles ont réussi à augmenter leurs prix et les salaires ont augmenté moins que les prix, ce qui fait que les marges des entreprises sont très élevées. On a parlé d'une inflation qui était poussée par les profits. Mais aujourd'hui, ce que dit la BCE, alors elle le dit sur la base aussi d'informations sur les salaires négociés pour essayer d'anticiper ce que vont être les salaires. Elle dit, là maintenant on est dans un moment où les salaires, certes, ne sont pas ajustés, mais ils vont s'ajuster, ils sont en train de s'ajuster. De rattraper. À la fois parce que les entreprises ont des profits, et donc que les salariés voient ces profits, et en demandent une part, et puis aussi parce que les salariés constatent que l'inflation est élevée et qu'elle persiste. Et donc ils demandent un rattrapage de leur pouvoir d'achat. Ils voient aussi que cette inflation, elle n'est pas simplement liée au prix de l'énergie, elle est aussi liée à d'autres types de prix. Voilà. Quand on regarde les éléments qui nous donnent des indications sur les salaires négociés, qui sont en train d'être négociés en ce moment, là, la BCE a des chiffres qui sont proprement effrayants, puisqu'on a des augmentations de salaire, quand on les additionne, qui pourraient atteindre plus de 10%. Dans quel pays? Sur l'ensemble de la zone euro? Sur l'ensemble de la zone euro. Donc, ah ouais, quand même. Voilà. Donc le problème, c'est que la BCE regarde ces informations depuis relativement peu de temps.
Et on n'est pas tout à fait sûr que ces informations soient un indicateur 1 pour 1 de l'inflation salariale future. Oui. Il peut se passer des choses un peu plus compliquées. Il y a un gros biais de sélection dans les entreprises qu'on regarde, dans les négociations qu'on comptabilise, et puis dans la façon dont ces négociations vont être appliquées par les entreprises ensuite, qui peut avoir d'autres répercussions. Donc bon, mais en tout cas, quand on regarde ces chiffres-là, on a des éléments qui sont proprement effrayants et donc qui font dire à la BCE, on va avoir une augmentation des salaires, et derrière cette augmentation des salaires, il est possible que les prix, de nouveau... Ça risque d'être supérieur à, en fait, la hausse des prix. À ce moment-là, les entreprises se retrouvent en position de réaugmenter leurs prix. Quand on regarde les anticipations d'inflation des entreprises, on s'aperçoit qu'en fait, aujourd'hui, elles se sont établies pour le moyen terme, à l'horizon de 2 ans, 3 ans, à 3%, et non plus à 2%. Et ça signale un désancrage des anticipations d'inflation. Là, encore une fois, c'est un peu fragile parce qu'on ne sait pas exactement comment on passe de ces anticipations d'inflation à l'inflation effective. Ouais. Mais c'est un indicateur. Mais c'est un autre indicateur qui vient se rajouter dans toute cette histoire. Et en même temps, juste Xavier, on se dit que quand même 400 points de base de hausse de taux, 4% en un an, c'est pas suffisant pour faire revenir l'inflation à 2% d'ici 2025, nous dit encore à peu près la BCE. Il faut en faire plus. Est-ce que ces 4% se font déjà sentir dans l'économie ou pas pleinement? Ou ça monte en puissance, ça monte en cadence? Ils se font déjà sentir. Le premier secteur sur lequel il se fait sentir, l'immobilier, c'est évidemment l'immobilier. Le logement. Vous voyez, si on prend le cas de la France, on a en gros un début de baisse des prix nominaux ou une stabilisation des prix nominaux, mais il ne faut pas oublier qu'on est dans un contexte d'inflation, donc en termes de prix réels, si on enlève l'inflation, on a effectivement une baisse des prix, et une baisse des prix qui est conséquente aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous faites le prix réel. Le prix réel, c'est-à-dire, vous avez acheté un appartement en 2000, à un certain, disons en 2019, à un certain prix. Les prix de consommation ont augmenté depuis 2019 de 10%. Si vous le revendez au même prix que ce que vous l'avez acheté en 2019, vous avez perdu en pouvoir d'achat, puisque les prix ont augmenté et que vous avez la même somme de l'autre côté. Donc de ce point de vue-là, il y a bien une baisse en termes réels des prix de l'immobilier. Donc on a un effet qui joue, qui augmente le pouvoir d'achat, parce que comme les salaires ont augmenté et vont continuer d'augmenter, ça veut dire qu'avec une heure de travail, vous pouvez acheter un peu plus d'immobilier. Sauf qu'il y a les taux qui ont augmenté. Alors, les taux ont augmenté, mais c'est précisément par ce mécanisme-là que ça joue, mais on a quand même déjà des effets. C'est pas, je veux dire, l'économie n'est pas insensible à ces hausses de taux. Le secteur automobile n'est pas flamboyant, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un des secteurs qui dépend le plus des taux d'intérêt parce que... même si les ventes sont reparties, on est 15 ou 16% de hausse des ventes dans le neuf depuis le début de l'année sur le marché. Depuis le début de l'année, mais si vous comparez à ce que c'était en 2019... Oui, bien sûr, on est largement en dessous. On est très très en dessous. Oui. Donc voilà, ça veut dire que la hausse des ventes automobiles qu'on a vue, elle aurait pu être beaucoup plus importante avec des taux d'intérêt qui seraient restés à zéro. Évidemment, le crédit est un élément essentiel dans le fonctionnement du marché automobile. Donc ces hausses de taux, ces 400 points de base de hausse de taux, commencent à produire leurs effets, produisent déjà leurs effets, mais vont continuer à monter en puissance? Alors ça, c'est ce que nous dit l'analyse historique du passé, l'analyse économétrique et les éléments théoriques qu'on a sur l'inflation, c'est qu'il y a toujours un décalage entre les décisions de politique monétaire, la hausse des taux directeurs. Là, ça fait un an aujourd'hui. Et, enfin un an, ça a été monté pendant un an. Oui. Ouais. Donc, et leur plein effet sur l'économie. On estime généralement que c'est de l'ordre de 18 mois. Il n'y a pas consensus, il y en a qui disent 12, 18, 24. Disons entre 12 et 24 mois, si vous préférez être... C'est une fourchette, c'est un râteau ça. Un râteau, mais en tout cas, oui, on vient d'assister à une hausse pendant un an considérable, mais ce qui veut dire que les pleins effets, on les aurait entre 12 mois et 24 mois après la dernière hausse. Donc ça commence maintenant. Donc ça veut dire que, est-ce qu'elle n'est pas en train d'en faire trop? Parce qu'on a compris le message. La BCE est prête encore à durcir sa politique monétaire. Voilà. Comme ça qu'elle nous dit. Peut-être que maintenant, le discours de la BCE va être de dire on a atteint le sommet et on va rester sur le palier le temps que cette politique monétaire ait ses pleins... C'était ça son vrai message derrière, c'est que contrairement à ce que pensent les marchés financiers depuis le moment, qui sont tout complètement gourés, notamment les marchés de taux, qui sont convaincus que à la fois la Fed en 2023, et ça ne sera pas en 2024, et la BCE c'était fin 2023, et ça a priori ne sera pas en 2025, qu'elle allait baisser ses taux. Aujourd'hui, le message c'est clair, c'est que les taux d'intérêt de la BCE, directeurs, vont rester pendant un petit moment, combien de temps, à leur pic, à leur niveau le plus élevé. C'est ça. C'est le message. Si vous voulez savoir combien de temps, en fait, le message n'est pas très clair là-dessus, ou en tout cas, il est conditionnel. Il est conditionnel à ce qu'il y ait un effet
net sur l'inflation. Donc quoi, qu'elle voit l'inflation sous-jacente à 3%? Ben, en tout cas, parce que le retour à 2 est très hypothétique en 2025. Il n'y a pas beaucoup de gens qui y croient. Hein. Mais en tout cas, tant que l'inflation restera sous-jacente, restera au-dessus de 3%, ben, la BCE gardera sa politique monétaire dans une zone plutôt restrictive, donc au-dessus de 4% de taux directeur. C'est ce qu'on peut comprendre de ce message. Et c'est vraiment... Enfin, le discours de Christine Lagarde, il était vraiment autour de la persistance de l'inflation et les mécanismes qui permettent de l'expliquer, et le fait qu'on s'est trompé sur le fait que l'inflation allait reculer rapidement, et le fait que... Voilà, donc la BCE est attentive à l'évolution de l'inflation et à sa dynamique. On se dit juste, pardon Xavier, on se dit juste que ceux qui attendent une reprise de la croissance dans les prochains mois ou trimestres, mais avec une politique monétaire qui est restrictive, qui va être encore plus, il faut croire qu'encore restrictive, plus restrictive, parce que sur les taux réels, on est toujours en taux réel quasiment nul, ou même légèrement négatif encore. Alors, plus, j'y viens, politique budgétaire, les 2024, il faudra revenir, commencer à montrer un peu de sérieux dans les comptes publics. Si on appuie sur le frein, sur un double frein, il ne faut pas attendre non plus que la croissance reparte. Hein. C'est ça. Je ne peux rien ajouter à ça. Merci d'être venu. Le seul élément qu'on peut avoir, c'est le fait qu'on aura passé cet épisode de crise sanitaire et de crise géopolitique, et qui a, disons encore, un petit potentiel de retour à la normale. C'est à peu près le seul élément positif qui vient jouer dans ce tableau, qui effectivement sera un peu morose, avec une politique monétaire restrictive, avec des salaires réels qui ont baissé aussi. Il ne faut pas oublier cet effet-là. Hein. C'est-à-dire que aujourd'hui, en gros, si vous lisez le discours de Christine Lagarde, mais c'est une analyse qui se répand un peu partout maintenant, qui se diffuse assez bien, l'idée c'est que toute l'épargne qui a été accumulée, globalement, macroéconomiquement, je ne parle même pas des effets redistributifs, mais toute l'épargne qui a été accumulée pendant le Covid, en fait, vient d'être mangée par la hausse des prix. Donc les profits des entreprises, les marges des entreprises, c'est l'épargne accumulée pendant le Covid, et les ordres de grandeur correspondent en termes macroéconomiques. Donc, en tout cas, ce réservoir-là de croissance qu'on pouvait espérer, il est mangé. Il y a quand même des profits dans les entreprises. Donc, on peut imaginer qu'il y aura des investissements, malgré tout. Et malgré la hausse des taux, les entreprises continueront de pouvoir investir. On voit un décrochage d'investissement comme dans les comptes publics français. Oui, mais on reste à des rythmes d'investissement qui sont quand même assez élevés. Donc, il n'y a pas une inquiétude majeure de ce point de vue-là. Voilà, mais oui, c'est un paysage plutôt morose, avec cet élément budgétaire que vous avez signalé. Avec derrière la question, pour de fond, et on se quitte là-dessus, c'est de savoir que va faire la BCE si elle se rend compte qu'elle ne réussit pas à atteindre son mandat, à retourner vers 2% d'inflation horizon 2025, ce n'est pas tout de suite, c'est 2025. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle s'assoit sur son mandat ou est-ce qu'elle en fait encore plus au risque de... il faut financer la transition énergétique, il faut financer la santé, il faut financer l'école, il faut financer la défense. Comment est-ce qu'on fait avec des budgets sous contrainte et des taux d'intérêt trop élevés pour financer tout ça? Et là, je vous souhaite tous un bon appétit. Hein. Ok, mais la BCE ne sortira pas de son mandat, ça c'est clair. Elle a un mandat et son existence même est conditionnée au fait de respecter ce mandat. La seule façon d'opérer la révolution que vous évoquez, c'est qu'on arrive à se mettre d'accord pour modifier le mandat de la Banque Centrale Européenne. C'est-à-dire que ce n'est pas une décision qui viendra de la Banque Centrale Européenne, c'est une décision et qui sera assez longue à mûrir, donc y compter en 2025, en se disant tout le monde doit se mettre autour d'une table et dire on modifie le mandat de la Banque Centrale Européenne qui maintenant va financer la transition, l'éducation et passer par pertes et profits la dette publique accumulée pendant le Covid et pendant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ça, il ne faut pas y compter, ça ne viendra pas de la Banque Centrale et ça ne se fera pas en quelques mois. Super. Voilà. Sortez les cotillons. Bonne année 2025. Voilà, joyeux Noël. Merci, merci Xavier, que vous avez été un beau économiste, directeur principal de l'OFCE. Salut.